Alors pourquoi est-ce qu'on associe Game of Thrones au Moyen-Âge? Je rappelle juste très simplement que le Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Et en réalité, la représentation dans Game of Thrones du Moyen-Âge déborde largement sur l'Antiquité tardive. Donc grosso modo, on a des représentations ici qui vont, on va dire, s'échelonner sur environ 1500 ans. Et donc on va essayer de voir entre les paysages, les costumes, mais aussi l'organisation politique, ce qui tient davantage de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, selon ces thématiques. Alors, Game of Thrones se passe au Moyen-Âge, globalement. Il est vrai que Martin est un fan du Moyen-Âge, il l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews. Sa culture historique se nourrit de Thierry Lafronde, des Rois maudits. Et il a lu et il lit encore beaucoup de récits historiques, mais des récits plutôt, on va dire, de vulgarisation. Il trouve l'histoire académique et les historiens académiques assez ennuyeux. Ils ne versent pas assez dans les anecdotes. Donc, on va essayer justement de voir en quoi son approche de l'histoire et du Moyen-Âge nécessite quelques éclairages. Il ne s'agit pas du tout de juger ici l'œuvre, parce qu'il n'a pas fonction à faire histoire, mais plutôt de donner quelques renseignements sur ce qui est vraiment de l'ordre de l'inspiration historique, des emprunts aux autres périodes ou plus simplement en fait, du fantasme historiographique. Si les hommes et les vêtements que portent les hommes, les guerriers ou en tenue civile, sont, je pense, assez proches de ce que peut être l'habit d'un homme à la fin du Moyen-Âge, pour les femmes, c'est beaucoup plus divers et les emprunts sont beaucoup plus variés. La très grande différence, tout d'abord, avec le costume tel qu'on peut le concevoir à la fin du Moyen-Âge pour les femmes, c'est les cheveux qui sont laissés apparents et surtout très longs. Normalement, les femmes, surtout d'un niveau aristocratique, ont les cheveux attachés par signe de pudeur et portent une coiffe, un voile ou donc un hennin, souvent d'ailleurs avec un front dégagé, voire rasé, épilé hein, pour le devant, très, très apparent. Au Moyen-Âge, là c'est la principale différence. Pareil pour les tenues de Daenerys, là on a un mélange de toutes les époques, la superposition du pantalon avec les bottes et la cape par-dessus, c'est pas du tout médiéval. On a des emprunts beaucoup à l'Antiquité, des tenues qui sont très voilées, très vaporeuses, très légères. Et sinon des emprunts plutôt à la période renaissante. Mais on a peu de représentations véritables du costume, si ce n'est peut-être dans les quelques représentations des paysans ou paysannes, enfin en tout cas des gens du petit peuple que l'on voit apparaître à certains instants dans la série. On va retrouver quelque chose qui est prégnant à l'échelle de l'Occident, de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, c'est une polarisation nord-sud. On va opposer un nord froid, barbare, à un sud beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus, on va dire, évolué. Le mur d'Adrien, hein, d'ailleurs, il est clairement fait référence ici à ce mur. Welcome. Le mur d'Adrien, c'est le 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà, c'est clairement ici l'Antiquité qui a inspiré la figure de ce mur. Et de même que les marcheurs blancs, hein, ce sont des personnes qui ne parlent pas le langage des autres peuples. Je rappelle qu'à l'origine, hein, les barbares, ce sont ceux qui disent blablabla, c'est-à-dire qui ne parlent pas le latin, dont on ne comprend pas le langage. Et donc il y a clairement une association ici entre ces marcheurs blancs, ce peuple au-delà du mur, et la manière dont, dans l'Empire romain, on percevait les peuples qui étaient en fait au-delà du limès. À une échelle un peu plus fine, au niveau de la représentation des villes, on est dans un espace quand même très urbain, mais qui là encore tient davantage à l'Antiquité, je pense notamment à la ville de Dorne, ou également à la ville de Mérine, que libère Daenerys.
avec ses pyramides et son gouvernement par les grands maîtres, qui rappellent là encore des gouvernements, on va dire, collégiaux de l'Antiquité tardive, alors que, en fait, au Moyen-Âge, on va d'abord avoir un temps qui va être plutôt celui de la ruralisation, des campagnes, avant d'avoir une renaissance des villes à partir du XIIe siècle. Mais clairement, tel qu'on nous présente ici les villes, l'espace, on est beaucoup plus dans une antiquité tardive, donc des 1er, 5e siècles après Jésus-Christ. Un élément toutefois très important et beaucoup plus médiéval, c'est la forêt. La présence de la forêt, de l'obscur, là renvoie beaucoup plus à un imaginaire du Moyen-Âge. La forêt comme un lieu magique hein, dans cet espace et là clairement un emprunt beaucoup plus tardif. On va dire que probablement dans la question de l'espace, c'est là où Martin, et en tout cas la série, elle est la plus floue, où elle fait le plus d'emprunts à des périodes différentes. Alors pour ce qui est de la politique, l'inspiration là est vraiment médiévale. On rentre dans le Moyen-Âge tout d'abord par cette question d'affrontement entre les clans qui rappelle très clairement la Fède des Mérovingiens. Alors la Fède, c'est le nom qu'on donne en fait à cette période d'affrontement entre les petits-fils de Clovis. Clovis meurt en 511, son royaume est partagé entre ses 4 fils. Ses petits-fils se font la guerre entre eux pour en fait recréer l'unité du royaume de Clovis, et c'est clairement ce à quoi l'on pense lorsque l'on voit les affrontements entre ces différentes familles pour l'accession au trône de fer. Par ailleurs, dans la question des alliances, des mariages, là encore, hein, on est dans une dimension très médiévale, c'est-à-dire que l'on va faire des unions eh bien, pour pacifier ses relations avec le royaume voisin. Je pense notamment à l'association entre Robert et Baratheon et Cersei. On va utiliser les relations maritales comme un argument politique. Par ailleurs, dans la manière de mener la guerre également, là, on est vraiment dans un univers très médiéval avec l'utilisation du feu grégeois. C'est un feu qui va résister malgré l'eau. On sait qu'il est utilisé pour la première fois par les Byzantins au 7e siècle, ça sauve Constantinople notamment d'un siège par les Arabes. Voilà, donc c'est un feu qui a cette particularité en fait de pouvoir détruire la marine adverse. Là, on peut dire qu'on rentre vraiment dans le Moyen-Âge. La question du merveilleux est prégnante dans la société médiévale. Les dragons, notamment ces créatures merveilleuses, hein, sont décrites dans de nombreux livres, notamment le livre des monstres, hein, qui est compilé aux environs des 7e et 8e siècles. C'est cette croyance en tout ce qui dépasse les limites en fait, du monde exploré. Par ailleurs, le rapport à la magie et à la question également de la médecine, là encore, hein, se rapporte beaucoup à l'univers de la fin du Moyen-Âge, au XIIe, XVe siècle. Et on voit d'ailleurs, on en reparlera à propos des femmes, que la figure de la guérisseuse et de la sorcière ne sont jamais très éloignées, comme on voit pour les personnages de notamment Mélisandre. Et donc cette association entre la guérisseuse et la sorcière, hein, d'ailleurs, se fait à la fin du Moyen-Âge. For the night is dark and full of terrors. The night is dark and full of terrors. Donc, on l'aura compris, hein, il y a beaucoup d'allers-retours dans la série, d'emprunts, on va dire, à un très long Moyen-Âge, hein, pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff, mais un Moyen-Âge cette fois qui déborderait largement en amont sur l'Antiquité tardive et en aval sur la première Renaissance jusqu'au XVIe, XVIIe siècle.
Toutefois, lorsque l'on creuse et lorsqu'on interroge plus particulièrement des thématiques comme celle de la guerre ou des enjeux de pouvoir au Moyen Âge ou les figures féminines, on voit quand même qu'on s'ancre dans un univers qui est celui du Moyen Âge. Et ces thématiques-là, justement, nous en parlerons dans de prochains épisodes.